Oui, merci beaucoup Antoine pour cette conférence très intéressante. Alors, avant de passer à la parole au public, parce que j'imagine que ils ont également des questions à te poser, eh bien moi j'en ai trois, trois éventuellement quatre pour commencer. Et après, c'est Pierre-Louis qui va gérer des questions et des réponses. Alors, voici mes questions. La première, c'est une question d'ordre historique, c'est-à-dire que je souhaiterais savoir depuis quand on recourt à cette modélisation prédictive de distribution des espèces. Depuis quand est-ce que euh, cette méthode a été utilisée à grande échelle? Ça, c'est la première question. La deuxième question qui en découle, c'est connaît-on la fiabilité de ces modèles, de ces différents modèles? C'est-à-dire, est-ce que cette fiabilité a elle-même fait l'objet d'études qui, Ouais. j'imagine, ont pu éventuellement Mhm. amener à l'amélioration aussi de certains de ces modèles? Ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième question, c'est est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de liens entre ces modèles et des politiques de conservation? C'est-à-dire que à la fin de ton exposé, Ouais. tu nous as donné un slide de priorisation possible, mais il me semble que tu as beaucoup utilisé des conditionnels et je voulais savoir si, au fond, les politiques recourent à ces formes de modélisation prédictive dans leur politique ou leur gestion de conservation de la biodiversité. Et enfin, quatrième et dernière question, euh, j'entends souvent dans le domaine de la politique environnementale internationale appliquée à la lutte contre l'érosion de la biodiversité, j'entends très souvent agiter ce chiffre. Chaque année, nous perdons 10 000 espèces. Alors, je pose la question au biogéographe que tu es, qui recourt à ce type de modélisation. Euh, Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, sur quoi se fonde-t-on, au fond, pour avancer Ouais. ce chiffre de perte de 10 000 espèces chaque année? Voilà, merci, merci beaucoup. J'espère que je ne t'ai pas posé trop de questions. Merci, Yoann. Je pense que c'est des questions qui vont permettre effectivement de clarifier. Alors, je vais peut-être les reprendre dans l'ordre rapidement. Pour l'historique, l'origine vraiment de ces modèles, je dirais, remonte à l'origine de l'informatique. On a vraiment vu les premiers modèles démarrer dans les années 80, 80, euh, avec notamment, en tout cas, un rôle assez important des Australiens. Beaucoup de ces méthodes, ces techniques sont nées un peu en Australie. Bien sûr un petit peu partout en même temps, mais l'Australie a été particulièrement dynamique dans ce développement. Donc ça, c'est un peu pour le côté historique. Et peut-être pour la petite histoire, l'anecdote, ce que je trouve assez intéressant, c'est que vous avez bien compris que dans la calibration de ces modèles, il y a une notion quand même de superposition de cartes environnementales. C'est comme si en fait on identifie les conditions thermiques, les conditions d'humidité, les conditions dans lesquelles une espèce peut se trouver. Et puis en les superposant, on va trouver les endroits où ces conditions sont réunies. Alors, l'anecdote, elle se réfère au fait que j'ai trouvé un article dans les années 70, en fait, avant en fait, le développement massif de l'informatique, qui utilisait ce qu'on appelait encore à l'époque les overheads, les transparents donc en plastique, hein, qui se mettaient sur des rétroprojecteurs, et qui utilisaient simplement ces transparents pour dessiner à partir de cartes les régions qui correspondaient à certains critères pour la distribution d'une espèce, et superposer ensuite les différents critères en superposant les différents transparents pour obtenir l'intersection de toutes les conditions qui lui donnaient finalement les zones favorables pour l'espèce dans le paysage. Alors c'était un modèle avant l'ère numérique,
réellement un modèle, mais qui était développé uniquement par des approches beaucoup plus pratiques. Alors c'est peut-être ça la vraie origine, mais pour te dire que donc, ça remonte bien dans les années 70-80, au début de l'informatique. Alors, ça a évidemment pris de l'ampleur ces dernières années avec le développement de l'informatique, des big data, de l'Internet notamment, euh, pour avoir rejoint les exemples que vous avez pu voir avec ces plus d'1 milliard d'observations, par exemple, dans le GBIF aujourd'hui. Alors, concernant la fiabilité, c'est une excellente question. C'est vrai que je l'ai un peu éludé dans cette présentation parce que je ne voulais pas la faire trop technique. Notamment, je l'ai évoqué quand je parlais de ces rééchantillonnages d'observations pour construire des modèles où, par exemple, on va avoir un jeu de données à disposition pour construire un modèle. On va prendre 70% des observations au hasard, on va construire le modèle et puis on va prédire le modèle sur les 30% restants pour voir si le modèle se comporte bien. Alors ça, on peut le faire en fait autant de fois qu'on veut, puisqu'en fait, on peut séparer le jeu de données initial en deux jeux, par exemple 70-30%, autant de fois qu'on veut aléatoirement. Donc on peut répéter la calibration et l'évaluation du modèle un grand nombre de fois. Alors c'est souvent ce qu'on fait, une centaine, voire plus de fois. Et puis on a une sorte de performance moyenne sur le jeu indépendant qui n'était pas utilisé pour construire le modèle. Alors c'est beaucoup fait et ça donne des résultats assez variables. On sait qu'à travers, si on modélise par exemple l'ensemble d'une flore d'une région, certaines espèces vont être très bien modélisées et d'autres espèces vont être très difficiles à modéliser. Alors on comprend un petit peu l'origine, dans certains cas, de ces différences. On sait qu'il y a des espèces qui sont plus opportunistes, par exemple, qui sont de début de succession et qui ne sont pas à l'équilibre avec l'environnement et qui sont plus difficiles à modéliser. Souvent, les espèces plus dominantes vont être plus faciles à modéliser. Alors, normalement, dans toute étude digne de ce nom qui est publiée, on a une évaluation du modèle qui est associée. Là où ça se complique, c'est que toutes les approches d'évaluation ne sont pas forcément toujours bonnes, sont toujours bien faites dans les règles de l'art. Et donc, on trouve quand même des études publiées qui ont des évaluations qui sont soit même absentes ou mal faites, qui ne permettent pas vraiment d'avoir une bonne idée de la fiabilité du modèle. Alors, c'était vraiment tout l'intérêt je vais rechercher une diapositive, d'une étude qu'on avait faite avec un certain nombre de collègues. Oui, pour ça tout de suite. Et donc, je cherche la diapositive, donc c'est montrer à quel point il est important d'établir des standards en fait pour ces modèles. Alors c'est une dynamique qui est en cours actuellement. De plus en plus de consortiums de scientifiques cherchent à définir quels devraient être les standards en fait pour que les prédictions de ces modèles puissent être utilisées, par exemple, dans des rapports comme ceux de l'IPBES. C'est une question essentielle. Donc on en parle beaucoup dans cet article dans Science Advance, mais d'autres vont dans le même sens, et notamment ce qui se développe maintenant beaucoup, c'est cette notion de métadonnées qui devrait à l'avenir devenir systématiquement associée à ces modèles, de manière à ce qu'on puisse extraire toute l'information pertinente pour évaluer la qualité du modèle et savoir, par exemple, si on peut l'utiliser pour prendre une décision. Est-ce que le modèle est assez bon pour qu'on puisse utiliser les données en pratique. Alors, pour ta troisième question, le concret, c'est une excellente question aussi. J'aurais dû peut-être glisser, j'avais pensé, je ne l'ai pas fait, des exemples plus concrets d'utilisation de modèles dans des prises de décision réelles. Il y a un très bel exemple que j'ai en tête qui a été publié, qui est un peu précurseur, donc qui a été publié en 2007 dans Science, qui concerne Madagascar, et où on peut voir que, à travers un processus qui apparemment a pris place pendant plusieurs années entre modélisateurs, scientifiques, preneurs de décision, citoyens à Madagascar, on réussit, en se mettant tous autour de la table et en travaillant, à utiliser vraiment la science et des prédictions par des modèles comme ceux que je vous ai présentés pour définir des zones de conservation à Madagascar. Et cet exercice avait abouti, j'avais eu des échanges avec l'auteur par la suite pour lui demander, à un décret présidentiel qui avait permis de mettre en réserve un certain nombre d'aires de protection. Alors,
Sinon, il y a des exemples moins spectaculaires, mais quand même importants. On avait fait une petite étude avec des collègues en 2013 qui montrait un petit peu qu'on était aux prémices. Ces modèles sont très bien développés, mais ils sont encore pas assez, je dirais, utilisés pour guider la prise de décision. L'Australie est de nouveau, toujours encore aujourd'hui, un peu pionnière dans ce domaine, et on voit des États comme le Victoria où ils ont, en fait, par exemple, un système d'information informatique qui se base sur ces modèles pour guider les gestionnaires de la nature. En Suisse, on ne le voit pas encore de manière visible, mais les bases de données nationales, InfoSpecies, travaillent activement sur le développement de modèles pour toutes sortes d'utilisations associées aux données et à la conservation, pour tester la plausibilité des données, mais aussi pour anticiper, par exemple, les changements de distribution, la mise à jour des listes rouges, etc. Donc, on voit que ces modèles se développent. On avait aussi montré dans une autre étude plus récente, en 2019, que les gestionnaires pourraient en fait utiliser beaucoup plus ces modèles qu'ils ne font encore aujourd'hui. Mais on voit que peut-être avec le rapport de l'IPBES l'année passée, les choses sont en train de changer assez rapidement dans ce domaine. Et pour ta dernière question concernant les chiffres, c'est peut-être la plus difficile. C'est vrai que le chiffre qui a été beaucoup discuté, c'est ce million d'espèces en danger dans le rapport de l'IPBES 2019, l'année passée. Qui se base en fait sur les estimations donc de richesse, de diversité probable en fait. Donc, on prend en fait les groupes un par un, séparément. On regarde en fait la proportion d'espèces qui sont menacées dans ces groupes. On regarde les estimations raisonnables du nombre d'espèces probables qui existent pour ces groupes sur la planète, et on dérive des estimations du nombre d'espèces qu'on a probablement déjà perdues sur l'ensemble de la biodiversité. Donc, ce chiffre d'1 million de l'IPBES, il se rapportait par exemple à plutôt 10 millions qui étaient estimés à l'époque d'espèces présentes sur la planète sans prendre en compte les micro-organismes. Et puis, on peut le diviser ensuite par année, sur toutes les années. On se rapproche, j'imagine, de 10 000. Je te remercie beaucoup. Et quant à moi maintenant, alors je passe la gestion des questions-réponses à Pierre-Louis. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'aimerais juste en même temps en profiter pour rajouter un petit élément par rapport à des exemples concrets de l'utilisation de la modélisation pour la conservation. Donc, parce qu'avec Antoine, on travaille énormément dessus en ce moment, surtout sur ce lien entre services écosystémiques, biodiversité, et comprendre comment le tout peut fonctionner. Donc, il existe déjà pas mal d'études à l'échelle nationale, que ce soit pour l'Afrique du Sud, la Chine par exemple, où ils ont essayé de voir aussi, et l'Espagne, où ils ont essayé de mettre en lien aussi les aires protégées qui existent déjà, et voir comment les trois peuvent fonctionner ensemble, et comment cela peut se développer aussi pour essayer de préserver, on va dire, notre environnement pour plus tard. Donc, au fur et à mesure que les questions vont défiler, quand j'ai le temps, je vais en profiter pour vous incruster quelques références dans le chat. Donc, n'hésitez pas à les copier-coller, à les mettre quelque part, parce que lorsque l'on finit la conversation, le chat disparaît et donc les références aussi. Voilà. Et donc, maintenant, posez vos questions et je me ferai un plaisir de les Alors, répondre. peut-être juste sur cette question qui est revenue finalement d'exemple concret, hein, je pensais à une question. Ça me permet quand même de profiter de dire qu'effectivement, Pierre-Louis fait sa thèse sur l'utilisation de modèles en fait dans la priorisation de la biodiversité. Donc, sur les Alpes vaudoises, mais en essayant d'améliorer les techniques. Et c'est là qu'on espère pouvoir utiliser l'ensemble de ces millions d'observations qu'on a reçues pour toutes les espèces. Donc en partenariat direct avec cette base de données InfoSpecies qui sont partie prenante du projet. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour le moment. Alors peut-être juste pour développer, parce que finalement cette question d'exemple concret, il y a un exemple qui est très joli où la Suisse sera peut-être pionnière, en tout cas InfoSpecies et particulièrement sa branche végétale InfoFlora développe un outil qu'ils appellent un outil de plausibilisation qui va mesurer la plausibilité en fait de toute nouvelle observation de bien correspondre à l'espèce qui est identifiée. Alors,
pour expliquer le contexte, vous imaginez une des sources maintenant prédominantes de données pour ces grosses bases de données, ça devient les smartphones, iPhone, qui envoient en direct depuis le terrain, des gens qui observent des espèces vont envoyer des observations, parfois avec une photo, directement à la base de données. Alors, les bases de données reçoivent beaucoup de données et parfois, ils peuvent recevoir des données qui sont erronées ou une mauvaise identification d'une espèce. Donc, l'intérêt, par exemple, de ces modèles, c'est de pouvoir évaluer assez rapidement sur la base des données existantes de l'écologie connue de l'espèce, si la zone, le site où l'espèce a été observée, qui vient avec évidemment l'information de l'observation, est plausible comme habitat pour l'espèce. Et l'outil que Carrefour Flora est en train d'essayer de développer, c'est de finalement pouvoir très rapidement informer, quasiment en temps réel, l'observateur que peut-être son observation est erronée et qu'il devrait prendre une photo en tout cas ou un échantillon de manière à pouvoir confirmer plus tard cette observation. Donc, c'est une utilisation très concrète des modèles pour, par exemple, améliorer les données. Oui, Pierre-Louis? Ouais, alors, première question. Alors, les ordinateurs avec une haute capacité de calcul requis pour faire tourner les modèles sont-ils accessibles de manière démocratique ou y a-t-il de grandes disparités entre pays, universités, communautés? Et est-ce un problème pour la science selon vous? Alors, c'est une excellente question. Et c'est une question sur laquelle, personnellement, je travaille pas beaucoup. Je collabore à un projet qui va peut-être un peu dans ce sens. Je m'explique. C'est vrai que la réponse rapide, c'est non. Bien sûr, beaucoup de pays n'ont pas les capacités de faire tourner les modèles qu'on fait tourner, notamment quand on a besoin d'un cluster d'ordinateurs. Comme on est pour ça, par exemple, très bien équipé à Lausanne. On travaille, par exemple, assez souvent pour des groupes pour les collègues. On collabore avec des équipes qui n'ont pas, par exemple, accès à ces outils ou ne savent pas les utiliser dans ce contexte-là. Alors, c'est un problème, effectivement, pour des chercheurs dans les pays qui n'ont pas accès à ces ressources, qui n'auraient peut-être pas la connexion avec d'autres chercheurs qui pourraient faire ces modèles. Alors, la solution, c'est le calcul en ligne, en fait, de ces modèles. Et c'est une chose qui est en train de se développer assez rapidement maintenant. On trouve de plus en plus d'outils online, comme LifeMapper, par exemple, ou d'autres, qui permettent de calibrer un modèle directement en ligne, en chargeant ces données sur un site web et puis en calculant le modèle. Alors, je collabore avec des collègues à New York qui sont vraiment les porteurs d'un gros projet qui s'appelle Wallacea, qui a vraiment pour objectif de créer une plateforme de calcul de ces modèles qui soit extrêmement robuste. Et pour ce faire, ils font appel en fait à toutes sortes de scientifiques, dont notre équipe à Lausanne, mais beaucoup d'autres dans le monde, pour que chacune implémente un peu ses compétences dans cet outil qu'ils sont en train de développer. Donc, ce n'est pas un outil qui est encore vraiment directement utilisable et accessible, mais qui le sera prochainement et qui permettra probablement de répondre à ce genre de questions. Il faudra encore juste garder la capacité de connecter à un serveur et puis de transférer les données qui concernent votre région et vos espèces. Ok, merci Antoine. Pour le moment, pas D'autres questions? Pas pour le moment. Je peux peut-être juste revenir sur la question de la fiabilité de Johan, parce que c'est une question importante, hein, j'ai développé un peu déjà. Simplement pour reconnaître que même en améliorant les modèles autant qu'on peut, il y a beaucoup d'espèces il y a un certain nombre d'espèces qu'on n'arrivera pas à modéliser correctement. C'est une chose qu'on sait, c'est que dans l'ensemble d'un cortège d'espèces, d'un groupe d'espèces pour une région, par exemple les plantes, on va pouvoir en modéliser certaines avec une assez bonne fiabilité, et puis d'autres avec une beaucoup moins bonne fiabilité. Et donc, on va devoir faire face à, par exemple, ces disparités et savoir comment gérer ces situations où on a, par exemple, peut-être une espèce qui demande la conservation, mais pour laquelle on n'arrive pas à construire un bon modèle. Donc, c'est des questions qu'il faut garder en tête. La science n'est pas omnisciente. On trouvera peut-être des solutions à ces problèmes, mais
on n'est pas encore capable de modéliser toutes les espèces de manière fiable aujourd'hui. Il nous manque aussi souvent des données, en fait, des données environnementales. Donc, pour certaines espèces, c'est simplement qu'un certain facteur environnemental précis contrôle sa distribution et si on n'a pas une cartographie de ce facteur, on ne pourra pas modéliser la distribution de cette espèce. Donc, on attend aussi beaucoup de progrès dans la cartographie environnementale qui permettra ensuite de modéliser certaines espèces qui jusque-là étaient difficiles à modéliser. Oui. Alors, une question donc, de Alain Kaufmann. Donc, quelle est la réelle place que peuvent occuper les sciences citoyennes? On voit par exemple que le plan national Open Science ne comprend aucune composante pour rendre les données vraiment accessibles et utilisables par les ONG, associations, etc. On met seulement l'accent sur les infrastructures, comme si les données ne réclamaient pas une intermédiation recherche-société. Alors, je ne sais pas si j'ai compris toutes les dimensions de ta question, Alain, mais sur la question de sciences citoyennes et d'accès aux données, en tout cas, je pense qu'une partie de la réponse était dans ma réponse précédente, c'est-à-dire ces outils qui vont se développer seront beaucoup plus accessibles en fait à tout un chacun et donc aux citoyens. Ta question, ça peut être aussi quel est finalement le rôle que jouent les citoyens qui donnent souvent des données. Beaucoup d'observateurs sont des citoyens qui sont des passionnés, des naturalistes. Peut-être que si tu peux me préciser la deuxième partie de ta question. En attendant, je vois qu'on a aussi une autre question. Non, c'est la question d'Alain que j'ai développée. D'accord. Il y avait une question d'Alexandra Francisco aussi. Les modèles ont-ils calculé un réel changement, différence pré- et post-corona au niveau des espèces avec la diminution des pollutions dues à la pandémie? C'est une excellente question d'actualité. Je n'ai pas la réponse à cette question. C'est un peu trop tôt, On je voit pense. effectivement toutes sortes de facteurs environnementaux, enfin d'indicateurs environnementaux qui changent pendant cette période de pandémie, baisse des pollutions, etc. Je n'ai pas vraiment, j'ai pas d'informations sur l'effet que ça pourrait déjà avoir sur la nature, si ce n'est qu'on voit de plus en plus d'espèces sauvages se rapprocher des villes. J'ai entendu des cas de sangliers qui venaient un peu trop près des villes ces derniers temps, en Espagne, je crois. J'ai entendu aussi des ours au Canada, donc plutôt de cet ordre-là. Donc on voit que quand la pression humaine n'est plus là, tout d'un coup, les espèces prennent des libertés qu'elles ne prenaient pas auparavant. Pour les espèces mobiles, et, comme les vertébrés, par exemple. Après, par contre, c'est vrai que pour des Est-ce que Alain a précisé ça? Non. Et alors, par contre, la question que tu as eue, Antoine, il n'y a que toi qui l'as eue, donc si tu peux également la copier-coller dans le chat pour que tous les participants l'aient. Ah oui, ouais. Alors, Et, aux participants, c'est important, si vous pouvez poser votre question à tout le monde, ou alors en tout cas à Pierre-Louis qui peut la... Alors, je vais reposter cette question dans le chat à tous les participants. Voilà. et donc, Alain, C'était la juste question à au-dessus. laquelle je viens de répondre, sur Et le donc, pré- et post-corona. Alain, Alors, juste pour revenir sur... au-dessus, tu as précisé Oui, sa pensée. Pour que les données soient utilisables et utilisées par les non-chercheurs qui en ont besoin, alors c'est la question, ouais, il faut de souvent l'open définir science. avec eux les modalités d'usage et de production, ce qui est très rarement le cas. Alors, c'est une question effectivement plus de l'open access, de l'open science pour les données. Donc ça, c'est une question finalement qui est souvent gérée par les développeurs de ces grosses bases de données, que ce soit le GBIF ou bien en Suisse InfoSpecies. Pour la Suisse, par exemple, c'est vrai que ces données viennent de toutes sortes de sources. Ça peut être des bénévoles, des citoyens, et qui souvent ne mettent pas de conditions sur leurs données. Donc ces données devraient en théorie pouvoir être accessibles, et elles le sont normalement, par exemple aux ONG qui souhaiteraient les utiliser. Par contre, il y a aussi des professionnels qui peuvent donner ces données. Ça peut être d'une part des scientifiques qui travaillent sur une question et qui ne veulent pas tout de suite donner les données, qui les donnent à la base de données, mais qui ne veulent pas qu'elles soient tout de suite publiques. Ou bien des professionnels, par exemple, de bureaux d'études professionnels, qui ont été mandatés pour récolter ces données, qui doivent les donner à ces bases de données, mais qui, là encore, ont un conflit d'intérêts avec d'autres bureaux, par exemple, et ne peuvent pas mettre ces données tout de suite à disposition des autres. Alors, je pense que la question, elle se pose plus dans une temporalité assez courte,
souvent, on ne peut pas mettre les données à disposition dans les 1, 3, 5 ans, mais à terme, toutes ces données dans ces bases de données comme le GBIF ou InfoSpecies deviennent finalement d'intérêt public. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir des moratoires très longs sur l'accessibilité à ces données. Les outils, c'est aussi une question de compétence et d'expertise, mais comme je le disais, ces outils qui sont développés, par exemple avec ses collègues à New York ou d'autres, comme LifeMapper, sont souvent déjà directement connectés à ces grosses bases de données mondiales, comme le GBIF, et permettent du coup de directement travailler avec ces données. C'est normalement des outils qui seront open access et open science. Et s'il n'y a pas de questions, est-ce que je peux encore en poser une? Alors là, j'en ai une qui vient d'arriver. D'accord, je la poserai après. Pas de Je la souci. poserai après. Donc, les modèles prennent-ils généralement en compte les politiques environnementales des différents pays concernés? Cela représente-t-il un biais important? Est-ce que tu l'as posté? Je vous la mets à l'instant. Ouais. Politique. Alors, c'est une question assez difficile aussi finalement, surtout pour des scientifiques, des biologistes qui ne sont pas toujours très au fait des politiques environnementales des pays. Peut-être que Johan en connaît plus que moi. Par contre, oui, on peut en tout cas en partie prendre en compte certaines de ces politiques environnementales. On utilise, et c'est notamment un des cœurs du travail de thèse de Pierre-Louis, qui pourra peut-être aussi en parler, on utilise des outils de priorisation de la biodiversité. On voyait un des noms, je ne l'ai peut-être pas mentionné clairement dans ma présentation, mais Zonation, qui est un outil développé en Finlande, qui permet d'inclure toutes sortes d'informations pour faire de la planification territoriale, en prenant en compte les données de biodiversité et d'écosystèmes, mais en prenant aussi d'autres informations en compte. Donc on a, par exemple, dans notre cas, pu utiliser des sortes de coûts politiques qui représentent une forme de résistance politique, par exemple, à des solutions environnementales, en prenant, par exemple, le vote politique des communes au cours des dernières décennies pour voir quelles communes tendent à être par exemple, enclins à développer ou à mettre en place des solutions pour la nature et mettre, par exemple, des poids différents selon cette information. Ça permet, par exemple, de prioriser les endroits où par exemple, des hotspots de biodiversité sont identifiés, où des espèces particulières sensibles devraient être conservées, mais qui sont aussi où la politique locale est plus favorable, par exemple, à la conservation. Et prioriser peut-être des mesures de conservation dans ces zones-là, plutôt que dans des zones où finalement il y a une sorte de résistance politique à l'implémentation de ce genre de politique environnementale. Alors, si on nous les donne, on peut finalement les prendre en compte dans ces outils de priorisation. Donc, la réponse courte, c'est oui, finalement. Ouais, tout à fait. L'important, c'est d'accéder à ces informations. Et puis, juste pour aller plus loin, donc on a parlé de Zonation, mais en fait, il existe différents logiciels et différentes méthodologies, on va dire, pour pouvoir prendre en compte ces politiques environnementales. J'ai pas réussi à retrouver la référence tout de suite, mais je vous conseille d'aller voir donc un livre qui est dédié sur les services écosystémiques de Burkhard et Maes. Je vous écrirai les noms juste après, qui vous explique justement comment prendre en compte donc ces politiques environnementales dans une idée de conservation et de développement de notre environnement pour plus tard. Et là, on peut avoir quelque chose de vraiment intéressant, à la fois à échelle locale, mais aussi à échelle nationale, voire plus, où c'est justement souvent la question aussi, jusqu'à quelle échelle on peut travailler avec ce système-là. Donc, n'hésitez pas à creuser pour voir ce qu'il en est. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la main à Johan pour sa question, et je vous mets moi la ref juste après pour ce qui est de Burkhard et Maes. Merci. Merci. Je voudrais revenir sur ce lien entre ces modèles et les processus de prise de décision.
Tu as mentionné brièvement à un moment donné l'établissement de la liste rouge et des taxons qui seraient susceptibles d'être menacés d'extinction. Or, on sait que la liste rouge qui est établie par l'UICN va être utilisée, enfin, est utilisée par la CITES, par la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Donc là, est-ce qu'on peut dire que ces modélisations via l'UICN peuvent jouer un rôle important dans des prises de décision, là en l'occurrence à l'échelle internationale? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est que, au fond, pour effectuer ce travail, vous avez quand même besoin euh, d'une forme de collaboration de la part des politiques. C'est-à-dire que tu disais que parmi les facteurs dont il s'agit de tenir compte, il y a non seulement des changements climatiques, mais aussi des pollutions, invasion, exploitation, destruction des habitats, etc. Donc, dans des régions où ces destructions, ces surexploitations des habitats sont avérées, est-ce que, en définitive, vous pouvez, sans que votre travail soit d'une manière ou d'une autre freiné par les autorités politiques, effectuer ce type de modélisation? Alors, évidemment, ça concerne pas la Suisse, mais est-ce que des collègues, est-ce que certains de tes collègues, je ne sais pas moi, indonésiens, malaisiens, brésiliens, sont confrontés à ce type de problème dans leurs travaux? Très bonne question. Alors peut-être juste la première est assez facile à répondre. En fait, c'est un exemple que j'aurais pu donner quand on parlait d'application concrète des modèles dans la pratique pour des cas concrets. En fait, l'UICN a relativement récemment incorporé en fait la possibilité d'utiliser les prédictions de ces modèles pour l'établissement des listes rouges. Donc, ils ont amendé le protocole qu'ils ont déjà pour quantifier leurs différents critères. Ils ont toutes sortes de critères. Ils ont des critères géographiques, ils ont des critères de tendance des populations. Donc, on peut choisir l'un ou l'autre selon les données qu'on a à disposition, ou d'autres encore. Et notamment dans les critères géographiques, quand on n'a pas assez de données, ils ont inclus, avec toute une série de précautions associées, et c'est très bien fait en fait, ils ont, plutôt que d'être un peu réfractaires au modèle, ils ont pris le taureau par les cornes et ils ont décidé que ça pouvait être potentiellement une source d'information utile, mais qu'il fallait la manipuler de manière précautionnée. Donc ils ont incorporé en fait dans leurs recommandations sur l'utilisation des critères, l'utilisation de modèles dans certaines situations. Et donc, on peut dire concrètement que maintenant, ces modèles peuvent être utilisés directement pour élaborer, pour affiner les critères UICN qui sont ensuite utilisés par la CITES et donc avec potentiellement des répercussions sur la politique de la CITES. Pour la deuxième question, l'implication des politiques. Alors d'une part, on cherche de plus en plus, je pense que c'est un peu une tendance générale parmi d'autres collègues scientifiques autour de moi, d'interagir avec les décideurs, avec les gestionnaires de la nature, avec les citoyens, participer à des tables rondes ou d'essayer d'inclure, par exemple, des groupes de travail associés à des projets qui comprennent des représentants de la société pour essayer de vraiment prendre en compte leurs besoins, les questions qui sont posées par les praticiens, et puis de pouvoir y amener des réponses scientifiques. On a par exemple un projet qui se termine en fait cette année. Malheureusement, on devrait organiser un deuxième atelier avec des praticiens. On espère qu'on pourra le faire plus tard ou on va le faire de manière virtuelle. Mais on avait eu un premier atelier avec ces praticiens, des Alpes vaudoises notamment, des politiques, des gardes forestiers, toutes sortes de représentants de la société. Qui était venu à la présentation du projet et qui nous avait aidé en fait un peu à identifier aussi des problématiques qui sont importantes dans le domaine notamment de la modélisation environnementale, de la biodiversité et des services écosystémiques. Alors, on verra la suite. Alors, pour étendre un peu plus loin, le problème qu'on pourrait rencontrer dans certains pays
notamment peut-être par des pressions, par des politiciens justement qui ne souhaitent pas voir les résultats de certains modèles qui n'iraient peut-être pas dans le sens des développements qui rejoignent leur intérêt. J'ai personnellement pas eu beaucoup de cas, je connais pas beaucoup de collègues qui ont en fait subi ce genre de pression. Le cas le plus spectaculaire que je connais, c'est finalement aux États-Unis. C'est des collègues qui sont assez régulièrement amenés aux États-Unis à aller défendre des décisions scientifiques devant des tribunaux. J'ai un collègue notamment qui me racontait qu'il avait dû défendre la délimitation d'une zone de protection, d'un parc, d'une réserve, parce qu'il y a des gens à qui ça ne plaisait pas, que probablement ça allait dans le sens contraire de certains intérêts économiques ou industriels, et il a dû aller défendre devant la cour les choix scientifiques derrière cette délimitation. C'était apparemment une expérience assez difficile pour des scientifiques qui ne sont pas du tout habitués à ce type de pratique. En Europe, c'est relativement rarement le cas, mais j'ai cru il me semble que c'est quelque chose qui commence à malheureusement se développer et peut-être arriver. Merci. Il y a eu d'autres questions, Caroline? De mon côté, on est tout bon, je pense, pour le moment. Peut-être attendre encore une petite minute si quelqu'un est en train d'en taper une, mais sinon, je pense qu'on va bientôt pouvoir fermer le débat. Alors peut-être le débat sur lequel on n'est pas parti, en fait, c'est peut-être en partie celui que j'avais mis dans ma dernière diapositive. Je vais essayer de l'exprimer. C'est finalement, est-ce qu'on devrait aussi en sciences tendre vers une sobriété numérique? Je pensais qu'en fait le débat allait beaucoup passer dans cette direction. C'est peut-être quelque chose qui est moins connu pour les gens. Zut. Essayez d'arriver directement. Justement, une question qui flirte avec ce dernier point de vue qui vient d'arriver, c'est donc quid d'un effondrement? Comment se préparer à la résilience dans le numérique ou sans le numérique, je pense. Voilà, il y a nouveau pas là. Alors, résilience avec ou sans numérique. Toujours. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment un peu la question. Alors, pour moi, la réponse, elle est clairement. Ce sera difficile de faire une transition écologique aujourd'hui sans le numérique. On est arrivé à un point où on peut relativement difficilement s'en passer. Même les données administratives maintenant sont toutes stockées numériquement. Tout le monde est connecté. C'est pas forcément un souhait ou je pense qu'en fait, on est plus dans une solution qui sera de sobriété numérique que de non numérique. Je ne sais pas ce que Johan pense de cette question. Et est-ce que du coup, tu pourrais développer un peu la sobriété numérique pour ceux qui ne connaissent pas le terme, Antoine? Alors, c'est simplement, j'ai pris un exemple, c'est cet ouvrage de Frédéric Bordage qui est assez accessible et qui est bien documenté. Je sais que le même auteur est en train de préparer un nouvel ouvrage sur l'impact mondial du numérique sur l'environnement. C'est vraiment la question finalement on a vu quand je présentais les facteurs directs et indirects qui agissent sur la biodiversité, donc qui découlent des activités humaines, les facteurs directs qui découlent donc de politiques gouvernementales, de la gouvernance, de ces choix de société, c'est par exemple d'exploiter l'environnement, d'extraire les ressources, etc. Alors, cette question du numérique, c'est ce qui est un peu aussi à l'origine de cette série de conférences et une discussion au sein de la Commission de l'environnement. Cette question de la pensée du numérique, c'est qu'au départ, beaucoup de gens pensaient que le numérique allait résoudre beaucoup de problèmes environnementaux. Moins de papier imprimé, moins de consommation de ce type de ressources. Et puis, assez rapidement, ou en tout cas récemment, on se rend compte que derrière le numérique, il y a d'énormes consommations énergétiques, mais il y a encore plus de consommation indirecte dans la fabrication en fait, du matériel qui nous permet d'être connectés. Donc, la fabrication des smartphones, la fabrication des ordinateurs, des écrans, des énormes écrans qu'on voit maintenant partout, sont parmi ceux qui consomment le plus.
Donc tout ce monde super connecté, le matériel qui permet cette connexion, a en fait un impact environnemental qui est considérable. Et il a un impact qui est double, il a un impact qui, d'une part, est à travers l'extraction des ressources, qui est une des causes premières du déclin de la biodiversité. Donc on voit que les activités minières, l'exploitation du sous-sol, est une activité qui a un impact énorme sur la biodiversité, mais aussi en termes d'énergie, parce que quand on pense à l'énergie liée au numérique, on va presque immanquablement penser à l'énergie qui est consommée en utilisant les appareils numériques. Mais il semblerait qu'en fait l'énergie grise qui est derrière pour la fabrication du matériel informatique est bien plus importante en fait que l'utilisation, que l'électricité qui est utilisée pour faire tourner les appareils numériques. Donc on est derrière une sorte de face cachée qui est assez inquiétante, qu'on doit endiguer d'une manière ou d'une autre. On ne va pas pouvoir continuer comme ça. On va aussi manquer des ressources essentielles pour construire ces ordinateurs. Il y a beaucoup de terres rares et d'éléments métalliques qui vont manquer assez prochainement. Donc, on doit de toute façon réfléchir à une sobriété numérique. Donc, en fait, la question peut-être que je posais, c'est que je pense que la société va au-devant d'une sobriété numérique, ou devrait en tout cas réfléchir à une solution de sobriété numérique, développer le minimum nécessaire pour le bon fonctionnement de la société. Est-ce que la science pourrait avoir une dérogation pour utiliser toujours ces grosses modélisations pour pouvoir continuer à faire ces prédictions d'impact sur la biodiversité? C'est un peu une question ouverte. Est-ce que la science est quelque chose qui pourrait avoir une dérogation ou pas? Je pense personnellement qu'il faudrait de toute façon qu'on tende vers la sobriété numérique. C'est une question sur laquelle on va plancher dans les prochaines années dans mon groupe. Comment réduire notre empreinte, notre impact en fait, en termes de simulation pour en obtenant les mêmes résultats. Quel est le minimum qu'on peut faire pour obtenir un résultat sans avoir besoin de surdévelopper les simulations? Voilà, je vois que Pierre-Louis a posté un certain nombre de choses sur, Oui. notamment Avec bordage. Et, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, Antoine, est-ce que tu peux quand même nous apporter un début de réponse, même si avec ton équipe, vous êtes en train d'y réfléchir, à cette question, quelle place pour la sobriété numérique en sciences? Je dis bien en sciences. C'est-à-dire quelle forme pourrait prendre pour vous, qui recourrait au big data, quelle forme pourrait prendre cette sobriété numérique sans porter atteinte, une fois encore, à la fiabilité de vos modèles? Alors, je commence à y réfléchir, mais j'ai quelques éléments de réponse. Je pense que peut-être la première chose, c'est d'être assez humble et de reconnaître que jusqu'à présent, on faisait nos simulations sans forcément avoir cette idée de sobriété derrière. Donc, par exemple, je parlais de l'évaluation des modèles. On doit calculer, par exemple, évaluer les modèles sur des données indépendantes. Donc, on fait ces procédures de réitération, de rééchantillonnage, par exemple 70%, 30%. On le faisait souvent 100 fois. C'est un sort de chiffre magique, comme ça. On est sûr d'avoir assez. Maintenant, peut-être qu'en faisant 10 fois, on pourrait avoir la réponse qui nous suffit. Donc, on doit revenir à des calculs, ce qu'on appelle par exemple des power analysis, donc qui reviennent à des calculs en français les termes sont difficiles, de significativité statistique, par exemple. À partir de quand j'ai assez de précision dans mon résultat pour pouvoir tirer la conclusion que j'aimerais, pour pouvoir répondre à la question que je me posais. Peut-être qu'avec 10 répétitions de ces simulations, on aurait assez. Alors, on doit tendre vers ce genre de choses, mais pour ça, on doit d'abord faire des simulations pour avoir les réponses. Et ensuite, on pourra savoir qu'on peut en avoir que 10. Il faut peut-être en faire 10, 100 et 1000 pour voir la différence et puis comprendre à partir de quel moment on a assez. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que on se dirige aussi vers on utilise beaucoup de données en ligne. Alors, on a encore beaucoup tendance chez nous à les stocker en local, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, puisqu'en fait, on se rend compte maintenant qu'une des grosses consommations énergétiques du numérique, c'est le streaming, c'est de consulter les choses en direct, tout le temps, et de manière répétée.
au lieu de les avoir une fois en local et de pouvoir les rouvrir, ce qui coûte beaucoup moins, on refait passer par la bande passante des tonnes de données numériques pour les reconsulter, hein, comme la musique, les vidéos. Alors, c'est vrai que, par exemple, quand je parlais de ces développements en ligne de modèles qui se font avec ses collègues américains ou d'autres, en Australie, par exemple, on devrait se poser cette question, est-ce que c'est une bonne solution de tout proposer en streaming? Alors, ce ne sera pas forcément du streaming. Si on envoie des données sur un serveur, que ce serveur calcule pour vous et vous renvoie les données après, il n'y a qu'une fois l'aller et le retour. Ça peut aller. Si on commence à faire de la sorte de consultation en direct, en permanence, et qu'on fait appel à des modèles en permanence pour donner des réponses, on va peut-être augmenter. Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. C'est dans quelle mesure on peut essayer de diminuer déjà maintenant, sachant peut-être dans quelle direction on se dirige. Je crois que on sait déjà que les modèles sont tellement populaires et tellement utilisés sur la planète, on se dirige vers ces solutions online et elles vont être disponibles très prochainement. Donc, Ça, c'est je pense Je pense qu'on ouais, pourra aussi rebondir justement sur cette question avec Michel Dufour qui sera notre prochain interlocuteur, parce que lui va nous parler de la 5G et voir peut-être plus encore. Et là, on pourra voir justement comment elle pourra venir nous aider pour cette mise online, comme tu dis, Antoine, et peut-être trouver davantage de solutions à ce niveau-là. ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a, Au niveau des questions, on est tout bon de mon côté. voilà, je crois que c'est presque 7 Non, heures. non, il y en a une encore, Ah, de Sacha Nick. je Alors, l'ai pas vu. je l'ai pas trop vu comme une question, mais plus comme une remarque par rapport à ce que disait Antoine tout à l'heure. Mais sinon, Tu peux me la relire, tu peux peut-être la relire pour tout le monde? Je la vois pas. alors l'informatique, c'est dans les questions-réponses. Ah oui. L'informatique est un problème en soi, mais est limité et facile à résoudre. L'IT est surtout un accélérateur de tous les problèmes de la société, comme consommation, croissance économique, déplacement excessif, etc. Donc, réformer la société, IT suivra. Est-ce que Ouais. tu Ah, avais j'ai pas. la même, la même question, Johan? Pardon? Ah, Oui, est-ce oui, que tu... ce que tu as lu, c'est bien ce que j'ai sous les yeux, si c'est ça ta question. Oui, Oui, oui. d'accord. Mais je ne sais pas si, Antoine, tu veux réagir par rapport à ça. Ouais, j'ai pas vraiment. Attends, je retrouve pas la question-réponse. Je te l'ai remis dans le chat. Ouais. Ouais, tu l'as mis dans le chat, ouais, c'est mieux. Alors, Euh, moi, j'aurais envie de réagir, mais enfin bon, c'est Fais-toi toi non, le plaisir, Johan. conférencier. je suis simplement assez d'accord que je pense pas qu'on puisse juste trouver des solutions technologiques. On doit réformer en profondeur notre société, notre mode de fonctionnement, notamment pour mieux intégrer la place de la nature. Donc, je dirais que je suis assez d'accord. Euh, euh, je pense qu'effectivement, si on arrive à faire un virage de société, la question c'est est-ce que le numérique peut nous aider aussi à faire ce virage? Et c'était un peu la substance de ce qui était dans ce diagramme qui est sur la partie droite de la balance sur la diapositive. L'article discutait un petit peu des différentes contributions finalement du numérique, ces questions de conservation, notamment la communication, la discussion, la discussion, la gouvernance peut passer maintenant aujourd'hui par les canaux du numérique. Donc c'est une question assez difficile, c'est finalement est-ce qu'on peut résoudre le problème du numérique sans numérique? C'est un dilemme, mais c'est finalement un peu une contradiction. Mais peut-être qu'on peut trouver une solution à travers une forme de sobriété numérique euh, et une réforme de la société. Est-ce que tu voulais compléter, Non. Johan? Euh, je ne sais pas si je compléterai, mais je voulais juste réagir, je dirais, à cette remarque par rapport à la catastrophe qui nous arrive en ce moment. Il est évident qu'on va basculer dans un autre monde où j'imagine aussi bien, pour aller vite,
les technophobes que les technophiles vont avoir des arguments très solides pour, au fond, défendre leurs opinions respectives. Les technophiles diront oui, mais bon, face à ce virus, il faudra bien qu'on développe un vaccin. Et c'est grâce à la technologie qu'on pourra développer un vaccin. Ils diront si vous étiez bien content, en définitive, d'avoir l'IT, d'avoir vos ordinateurs, parce que ça a permis quand même de maintenir un semblant de lien social. Et les technophobes diront que, en définitive, c'est aussi notre rapport à la nature, à l'environnement, qui a aussi rendu possible cette pandémie. Ils insisteront peut-être aussi sur la modestie que nous, qui estimons que nous vivons aujourd'hui à l'ère de l'Anthropocène, devrions avoir face à l'environnement, en sachant qu'un petit animalcule peut détruire une partie de l'humanité. Moi, je dirais simplement à Sacha la chose suivante. Au fond, les opinions des uns et des autres, des technophobes et puis des technophiles par rapport à ces questions, recourent souvent à une forme ou une autre de dissonance cognitive. C'est-à-dire que je peux me considérer comme étant assez technophobe, mais je dois reconnaître aussi que en ce moment, je ferai preuve d'une grande dissonance cognitive que de ne pas reconnaître être très content d'avoir mon ordinateur portable pour communiquer avec vous. Donc attention simplement à la dissonance cognitive dans les positions, disons, extrêmes des uns et des autres, des technophobes et des technophiles, et ceci sans forcément chercher un consensus mou entre les deux positions. Voilà. Quelque part, tous les technophiles ont un petit fond de technophobie et tous les technophobes ont un petit fond de technophilie, c'est ce que tu veux dire. En quelque sorte. Plus ou moins gros fond. J'y adhère, je pense qu'effectivement, c'est une remarque importante. Il faut rester humble et trouver des solutions ensemble. Là, peut-être que j'entends plus Johan. Oui, je me suis. Ah oui, juste. Voilà, Pierre-Louis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? On est tout bon pour moi. On avait une question qui était Je pense qu'on peut orientée. clore les séminaires. Ouais, Je te laisse peut-être le mot pour clore, Johan. Peut-être toi le modérateur aujourd'hui. Merci. Ce sera mon seul mot. Merci. J'ai appris beaucoup et j'imagine aussi que les étudiantes et étudiants qui ont pu suivre cette conférence ont également beaucoup appris. Je ne connaissais pas très bien ce sujet, même si la biogéographie m'intéresse depuis peu. Et voilà, ça a été très éclairant. Merci au nom, je pense aussi, de tous les participants pour ta communication, Antoine. Merci, Johan. Et alors, bonne soirée à tous et au prochain séminaire. Peut-être Pierre-Louis, pour conclure, tu peux rappeler le prochain séminaire? Alors, de tête, ce sera, il me semble, Michel Dufour le 22 avril, si je ne me trompe pas au niveau des dates. Oui, c'est ça, le 22 avril. Donc, Michel Dufour qui nous parlera donc, de l'arrivée de la 5G en Suisse et également donc, du futur de l'Internet en Suisse et ailleurs, et savoir comment on doit le prendre en compte et également quel impact il peut avoir également sur notre environnement à l'heure actuelle et pour plus tard. Et j'en profite juste pour rebondir, j'avais eu une question me demandant ce qui en était des métaux rares, quand est-ce qu'on arriverait à la pénurie ou autre. Donc on va pas en parler ce soir parce qu'en fait on va avoir un des conférenciers qui en parlera largement dans une de ses présentations plus tard, durant le mois de mai il me semble. Donc c'est là qu'il va être important d'être présent vraiment à toutes les conférences. Mais si jamais, je vous invite donc à aller regarder le livre de Guillaume Pitron, pardon. Donc Pitron, Pitron, qui s'appelle La guerre des métaux rares. Voilà, ce sera tout pour nous ce soir, je crois.
Merci. Louis. Alors, bonne soirée à Merci. tous et puis à la prochaine conférence.